Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes en direct de l'IFT. Nous sommes en train de passer en live sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. Nous sommes très heureux cet après-midi de vous parler de Campus France. C'est une rencontre qui a pour but de tout vous expliquer si vous avez l'intention de partir étudier en France. Donc Campus France cette année, comme tous les ans, c'est une très belle tradition que nous retrouvons. En fait, part à la rencontre de la société civile tunisienne. On se mobilise cet après-midi pour vous encourager, vous tous qui nous suivez en live cet après-midi, à effectuer peut-être une partie de vos études en France et à contribuer à maintenir ce beau dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Alors cet après-midi, la rencontre est co-organisée par l'IFT et la JCI, la Jeune Chambre internationale de Nabeul, une conférence donc cet après-midi qui va vous présenter énormément d'informations, différents programmes portés par Campus France. On est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser, vous donc qui nous suivez en live, mais également les quelques personnes présentes avec nous ici au sein de l'auditorium de l'IFT. Évidemment, tout ceci se passe dans le respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale et des gestes barrières. D'ailleurs, nous nous permettons, nous tous ici présents, de vous parler sans bavette, puisque comme vous le voyez, nous respectons la distance qui s'impose. Alors, je suis très heureuse cet après-midi d'accueillir d'abord Monsieur Hosni Darlaoui, qui est responsable Campus France Tunisie et France Alumni Tunisie. Bonsoir. Bonsoir, Clem. Alors, juste à côté, Édouard Toison, conseiller communication et orientation Campus France Tunisie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment on se retrouve? Tous les ans, on se retrouve pour communiquer sur Campus France. Et puis, la nouveauté cette année, on est très heureux d'organiser, comme je l'ai dit, cette rencontre avec les JCI. J'accueille avec plaisir Khaireddine Darmoul, qui est responsable communication des JCI Nabeul. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Alors, on salue les membres de JCI Nabeul qui nous suivent cet après-midi en direct, en live. J'espère que vous êtes là. On vous fait coucou. On attend vos questions et puis on espère que vous allez partager massivement ce live qui présente un intérêt réel pour tous les étudiants en Tunisie. Alors, nous allons commencer tout de suite par une présentation. Campus, à vous la parole. Messieurs, on va vous écouter successivement, peut-être Monsieur Hosni Darlewi et Monsieur Édouard Toison. Bon, on va faire le tandem, vous l'aurez compris, entre Edouard et moi. Campus France, c'est un service de l'ambassade de France en Tunisie. C'est un service rattaché à l'Institut français de Tunisie qui est présent sur 3 sites géographiquement, Tunis, Sousse et Sfax. Pour rappel, Campus France est un service qui promeut l'enseignement supérieur français à l'étranger et qui est présent dans plus de 126 pays dans le monde. Campus France, c'est l'étape indispensable si vous souhaitez partir poursuivre une partie de vos études ou entamer vos études supérieures en France. Campus France, c'est un calendrier et c'est un calendrier qui vient tout juste de débuter pour les personnes souhaitant déposer leur dossier de candidature, mais on y reviendra plus tard, je Avec les suppose, avec questions, les bien questions. entendu. C'est un calendrier, c'est un dossier à constituer en ligne et c'est une étape préalable à la demande de visa, d'un visa d'études en France. Voilà, je pense avoir fait le tour en résumé, sans griller les questions qui vont arriver plus tard. Il y aura pas mal de questions. En effet, est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un détail, Édouard Toison? Alors, en ce qui concerne donc les procédures de candidature Campus France, pour vous expliquer un petit peu ce fameux calendrier, nous avons 2 principales procédures. La procédure DAP, demande d'admission préalable, si vous souhaitez candidater pour une licence 1, pour des études de santé, donc en licence 1, accès santé ou parcours spécifique santé, et également en école d'architecture de la première à la 5e année. Si c'est votre cas, vous devrez donc
candidater en ligne via la plateforme Études en France et déposer, valider votre dossier au plus tard le 13 janvier 2021. Ça, c'était la première procédure. La deuxième, on parle de procédure de candidature hors DAP. Celle-ci concerne les autres profils, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent candidater pour une formation d'un niveau minimum Bac+2. Ce serait donc la licence 2, la licence 3, le Master 1, Master 2, cycle d'ingénieur. Et cette procédure de candidature vous impose de candidater sur un autre calendrier. Vous devrez donc valider votre dossier et soumettre votre candidature pour le 3 mars 2021 au plus tard. Donc je pense que c'était un point qui était important à soulever dès le début. Les deux principales dates à retenir, c'est le 13 janvier 2021 et le 3 mars 2021. Donc, en fait, dans les deux cas, c'est pour très bientôt, d'où l'intérêt de cette rencontre cet après-midi. Donc, vous l'avez compris, il y a des deadlines à respecter, à des échéances dont il faut être conscient. Donc, c'est aujourd'hui que vous devez commencer à y penser. Et nous, cet après-midi, en fait, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser grâce à la présence donc de la Jeune Chambre internationale. Alors, je suis très heureuse, Monsieur Khaireddine Darmou, de vous accueillir cet après-midi. On va vous demander de présenter d'abord la Jeune Chambre internationale de façon générale, celle de Nabeul plus particulièrement. Mais moi, votre parcours personnel en tant qu'étudiant en Tunisie m'intéresse. Donc, je souhaiterais que vous le présentiez un peu aux personnes qui nous suivent cet après-midi. Oui, bien sûr. Merci, Halem. Je commence par m'introduire moi personnellement. Je suis Khaireddine Darmou, l'étudiant en deuxième année architecture à l'ENO, la seule école nationale d'architecture en Tunisie. J'ai eu mon bac en 2018. J'ai fait une première année de licence en génie civil et puis j'ai passé un concours de réorientation pour étudier l'architecture. Je suis musicien également. Je suis trompettiste à l'Orchestre symphonique tunisien. Et depuis 2015, je suis membre actif à la Jeune Chambre internationale. Depuis 2016, j'étais le trésorier. 2017, 2018 et 2019, j'étais membre. Et cette année, je suis le responsable communication de la Jeune Chambre. En fait, pour présenter d'une manière générale, la Jeune Chambre internationale, elle est fondée le 13 octobre 1915 aux États-Unis. La GCI Tunisie a été fondée le 1961 par le trio Hassib Ben Ammar, M. Chedli Zouiten et Salah Al-Mahdi. Ce sont nos trois sénateurs fondateurs de la GCI Tunisie. Et puis, GCI Nabeul a vu le jour le 1972 par Selim Chedli. C'était le fondateur. Moi, je suis arrivé en 2015. C'est vraiment plus tard. En fait, la mission de la GCI, c'est offrir des opportunités de développement aux jeunes pour créer le changement positif à travers un réseau très large de GCI présentes dans plus que 120 pays dans le monde entier. Il faut bien mentionner aussi que la Jeune Chambre internationale est un membre observateur dans les ONU, l'Organisation des Nations Unies. On vise être, notre vision de la GCI, on vise être le principal réseau des jeunes citoyens actifs. Donc, la Jeune Chambre, vraiment, elle offre un très large réseau de formateurs, de connaissances, de jeunes actifs. D'ailleurs, le terme de jeune, il est bien exprimé dans le choix de membres. On a une limite entre 18 et 40 ans, les membres de la Jeune Chambre. C'est vraiment des jeunes qui vont faire le changement positif dans leur société. On est très ravis, très contents par notre participation dans cette conférence. Et voilà. Donc, si vous me dites entre 18 et 40 ans, donc, il y a à la fois des étudiants, mais aussi de jeunes cadres. Oui, oui, bien sûr. Oui. Nous sommes des étudiants principalement. Et il y a aussi des cadres. Après 40 ans, il y a des sénateurs. On les appelle des sénateurs. C'est des personnes. Une hiérarchie au sein oui, des oui, jeunes on chambres. respecte une très bonne hiérarchie. Je sais que c'est très bien organisé.
et que vous êtes très actif sur le terrain. Oui. Peut-être que cet organisme existe depuis des années, mais en réalité, il est de plus en plus actif en ce moment. Et c'est surtout dans le contexte post-révolutionnaire qu'on a vu des choses très intéressantes faites par les oui. JCI. Oui, en fait, la GCI a été présente dans les choix du gouvernement, peut-être. Le président de la Jeune Chambre était toujours présent avec le chef du gouvernement pour discuter plusieurs axes et plusieurs choix de la Tunisie. C'est un organisme très actif et depuis 1972. 1961, excusez-moi, sa création en Tunisie, on était actif. Mais après la Révolution, bien sûr, oui. Il y a un contexte évidemment plus Oui. intéressant pour vous. Oui, c'est ça. Très bien. Donc voilà, vous avez compris un peu l'intérêt de la présence de la Jeune Chambre internationale cet après-midi. C'est un peu un lien entre ce que Campus France a besoin de transmettre et puis toute la communauté des étudiants et puis des jeunes un peu partout en Tunisie. Donc c'est vous qui allez servir de lien cet après-midi en posant toutes les questions qu'on pourrait imaginer sur les possibilités de partir faire et poursuivre ses études en France. Oui. Alors, je sais que vous avez une liste de questions, que vous avez pris le temps de préparer, de consulter les membres, d'imaginer un peu toutes les interrogations, de les regrouper. Donc, nous allons commencer par poser des questions concernant Campus France. Alors, première question. Alors, première question, on commence par demander la question, pourquoi étudier en France? Alors, pourquoi étudier en France? Très bonne question qui revient très récurremment. Je dirais que la France est un choix très évident pour des étudiants tunisiens pour les rapports que nous connaissons tous entre nos deux pays. Le premier partenaire étranger de la Tunisie, c'est la France. La Tunisie, c'est un pays qui a des liens très forts historiquement, économiquement et culturellement avec la France. Et donc, c'est aussi très naturellement que les étudiants et les élèves tunisiens visent la France comme destination lorsqu'ils souhaitent partir étudier à l'étranger. La France pour le rapprochement culturel, la France pour la langue que nous pratiquons en Tunisie depuis des décennies, elle fait pratiquement partie même de l'argot tunisien, et la France pour la qualité de son enseignement supérieur et de la reconnaissance de ses diplômes à l'international. Mais ce n'est pas uniquement pour ces raisons, c'est aussi parce que la France, c'est une richesse culturelle indéniable et bien entendu de la proximité géographique. Tunis-Marseille, c'est à peu près 1 heure et quelques. Juste à titre d'information, parmi nos chiffres clés, je pourrais dire qu'aujourd'hui, il y a par exemple 13 000 étudiants tunisiens en France. C'est quand même un chiffre qui est assez important quand on regarde la population tunisienne. Et donc, chaque année, ce sont un peu plus de 4 000 étudiants qui partent chaque année en ayant suivi la procédure Campus France. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu le contexte général et certains chiffres qui démontrent la présence des étudiants tunisiens en France. La France est entre 4e et 5e pays d'accueil des étudiants étrangers à l'international. Ce n'est pas uniquement une destination privilégiée des Tunisiens, mais également et de plus en plus d'étudiants internationaux ces dernières années. 13 000 étudiants aujourd'hui tunisiens en France, c'est aussi, il ne faut pas le négliger, par ratio au nombre d'habitants, la première destination, la première nationalité étrangère d'étudiants représentés en France. Voilà, donc il y a une tradition d'échange, en fait, qui est déjà en place et dont les étudiants pourraient tout à fait profiter. C'est exactement ça. Khaireddine, est-ce que j'ai répondu à la question? Les plus difficiles, elles sont à poser à Édouard. Non. D'où le but, on se complète toujours. Voilà, donc on a compris un peu l'intérêt de partir faire ses études en France. Une fois qu'on a pris sa décision de partir,
il y a des procédures et nous, cet après-midi, on va poser des questions sur ces procédures. Oui, tout à fait. Alors, on commence par les procédures. C'est comment créer un dossier de candidature et quels sont les justificatifs à fournir? Très Alors, bien. Édouard? Ça, c'est la partie technique Partie qui technique. intéresse tout le monde. Effectivement, partie technique, comme on l'a tout d'abord abordé en début de cet événement. Pour vous rappeler, nous avons donc 2 procédures de candidature qui sont donc la procédure DAP, demande d'admission préalable, et la procédure hors demande admission préalable, la procédure hors DAP. Je pense qu'il serait peut-être intéressant pour vous et d'avoir une idée un peu plus concrète des différentes étapes pour candidater par la procédure DAP et hors DAP. Ce serait peut-être de vous présenter des vidéos que nous venons justement d'avoir aujourd'hui. Donc c'est une première, c'est de l'exclusivité à cet événement. C'est même une avant-première. C'est même une avant-première parce qu'elle n'est pas encore sur notre page Facebook, mais elle est déjà sur notre page YouTube. Je vous propose peut-être de visionner la vidéo didactique donc sur la procédure DAP si vous souhaitez candidater en licence 1 ou en école d'architecture. Nous allons voir donc les différentes étapes, les 7 étapes les plus importantes pour justement candidater à des études en France et s'assurer de respecter les différents process, les différentes étapes pour mener à bien son projet d'études en France. Donc, on va découvrir la première vidéo. Alors, qui est déjà sur la page. Alors, elle est sur notre page YouTube. Voilà, et bientôt sur la page Facebook. On vient de la poster aujourd'hui. Voilà, on l'a postée ce matin sur notre page YouTube. On va bien évidemment la relayer sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et également sur notre site. La procédure DAP. Étape 7. Maintenant, tu peux effectuer ta demande de visa long séjour étudiant en te rendant sur les sites internet de France Visa et TLS Contact. Alors, bonne chance à tous, à tous les étudiants qui sont concernés par cette première procédure. Je pense que c'est un peu votre cas, hein. Vous êtes bien étudiant en architecture. Oui, je suis étudiant en architecture. Voilà, donc cette procédure vous vise directement. La vidéo, elle est très, très bien faite parce qu'elle est ludique. Parce qu'elle explique très bien les choses et on sait que les jeunes sont très réactifs par rapport à ce genre de contenu. Voilà, elle reprend techniquement oui. les étapes, toutes les étapes requises pour candidater à des études en France. Pour rappel et pour information, pour les personnes qui ne le savent pas, la candidature se fait toujours une année en amont de la rentrée visée en France. C'est-à-dire que pour une rentrée en France en septembre 2021, c'est-à-dire l'année prochaine, on doit candidater dès maintenant. Voilà, donc pensez-y, parlez-en autour de vous, à des personnes autour de vous qui passent le bac cette année peut-être ou qui sont concernées par des études de 3e cycle. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant que la préparation se fait. Est-ce qu'on va pouvoir découvrir la deuxième vidéo tout de suite ou non? Alors, puisqu'on en est au dossier de candidature, on vient d'expliquer la première procédure. On vient d'expliquer donc cette première procédure. Juste un point qui est important à vous rappeler, je pense, c'est, comme l'a souligné Osni, hein, c'est de préparer son projet d'études en avance, de prendre le temps de bien compléter son dossier en ligne. Je pense qu'il est important peut-être de revenir rapidement sur les différentes étapes de cette vidéo. On l'a vu, hein, tout d'abord, candidater auprès d'un établissement en France, ça signifie de créer un dossier électronique, un dossier en ligne sur la plateforme Études en France. Donc, tout d'abord, se rendre sur notre site institutionnel, tunisie.campusfrance.org, et se diriger sur l'onglet Études en France qui est accessible en haut à droite. Cette icône vous redirigera directement sur le site Pastel, donc la plateforme Études en France. On vous demandera donc bien évidemment de créer votre dossier en ligne à l'aide de votre pièce d'identité. Une fois que ce dossier est complet, il faudra par la suite le compléter. Un point qui est très important et on le rappelle à chacune de nos interventions, prenez le temps de bien compléter votre dossier de candidature.
votre motivation passe déjà par la préparation de votre projet d'études et le temps que vous allez mettre, l'attention que vous allez accorder à remplir votre dossier en ligne. C'est pour ça notamment qu'il y avait dans la deuxième étape compléter son dossier et surtout la rubrique parcours et diplôme. Je pense que c'est un point qui est assez important. Sur votre dossier de candidature Campus France, seuls vos documents traduits en français doivent être indiqués sur la rubrique parcours et diplôme. Ces traductions sont faites auprès d'un traducteur assermenté. La liste est disponible sur notre site. Soit vous n'avez pas encore validé un niveau Bac+2 minimum et vous nous transmettez vos justificatifs, relevés de notes, diplômes, peut-être attestation de stage, traduite en français depuis la deuxième année de secondaire. Si vous avez déjà validé un niveau Bac+2 minimum, là, on vous demandera de nous fournir vos justificatifs à partir du baccalauréat. D'accord, très bien. Donc ça, c'est la procédure à préparer à partir du mois de janvier. Depuis le 1er novembre jusqu'au 13 janvier 2021. Ah, ça, c'est l'échéance à ne pas dépasser, le 13 janvier. Alors, voilà. Attention, je précise quand même que toutes les procédures de candidature commencent à la même date, mais ne finissent pas pareil. C'est-à-dire que le 13 janvier, c'est pour les candidats aux premières années de licence, aux écoles d'architecture de la première à la 5e année, comme pour notre ami Khaireddine, s'il souhaite poursuivre son cursus, son parcours en France, et pour les premières années de licence santé. Donc ça, c'est les domaines d'études pour lesquels il faut candidater avant le 13 janvier. Pour tout le reste, ça commence quand même le 1er novembre, mais c'est jusqu'au 3 mars. 3 mars. Pour toutes les autres formations. Voilà, Bac+2, Bac+3, Master, etc. C'est jusqu'au 3 mars. Est-ce que tout est clair par rapport à la première procédure? Oui. Je pense que oui. Alors, donc, on a compris à peu près comment il fallait fonctionner. Il faudra aller revoir les vidéos qui vont être publiées. Et puis, il y a la grande question qui se pose pour un étudiant, une fois qu'il a compris comment techniquement ça se passe, concernant les établissements. Oui, oui, tout à fait. En fait, messieurs. Il y a la deuxième question qui arrive. Allez, On bavarde. Alors, quels sont les types d'établissements et quels sont les établissements connectés à la plateforme Études en France? Quels sont les types d'établissements en France là, et les connectés? Alors, il convient tout d'abord de préciser qu'il y a deux types d'établissements. Il y a des établissements que nous désignons par le terme connectés. Et contrairement à ces derniers, il y a les établissements non connectés. Donc, les établissements connectés le sont par rapport à la plateforme Études en France. La plateforme Études en France, c'est la plateforme que vous venez de voir et sur laquelle vous devez constituer votre dossier si vous souhaitez candidater pour des études en France. Donc, les établissements connectés, c'est en gros des établissements signataires de la Convention Campus France et qui demandent aux étudiants internationaux, quelle que soit leur origine, bien sûr lorsqu'ils ne sont pas européens, de passer par cette procédure de candidature lorsqu'ils souhaitent intégrer ces derniers. Lorsqu'ils souhaitent intégrer ces établissements, ils doivent impérativement passer par ce process de candidature. Donc, ils sont connectés à la plateforme que vous venez de voir et ils visionnent directement et consultent vos dossiers de candidature sur la plateforme Campus France. C'est pour ça qu'on les appelle établissements connectés, parce qu'ils sont tout simplement connectés à votre dossier de candidature Campus France. Les établissements non connectés, vous l'aurez compris, c'est les établissements qui ne peuvent pas visualiser votre dossier de candidature sur la plateforme Campus France. La plupart des établissements français aujourd'hui, quasiment la majorité des établissements publics, plus une partie d'établissements privés, sont connectés. Aussi bien les universités, universités, écoles spécialisées, écoles spécialisées, certaines écoles d'ingénieurs. De nombreux établissements, à peu près 300 établissements, sont connectés aujourd'hui à la plateforme Études en France et la liste est également disponible sur notre site.
Pour m'assurer que vous avez bien compris, ces établissements, si vous les contactez pour leur dire je vous envoie par voie postale mon dossier de candidature, ils vont vous dire non, veuillez passer par l'espace Campus France de votre pays. Donc ça, c'est les établissements connectés. OK. Et comment faire le choix peut-être pour l'établissement? Par exemple, dans la vidéo, vous avez mentionné qu'on a, par exemple, pour l'architecture, on a le choix que pour 2 établissements d'architecture. Comment je peux choisir? Il y en a plein d'écoles d'architecture en France. Comment je peux choisir 2 uniquement? Alors, c'est à vous de procéder à ce choix, hein. En revanche, Campus France met à votre disposition des annuaires de recherche qui vous permettent de retrouver les établissements donc, qui sont, par exemple, connectés, hein. La procédure donc, se fait par Campus France. Vous avez des moteurs de recherche disponibles sur notre site dans l'onglet « Étudiants en France, trouver ma formation ». Où là, vous pouvez rechercher un établissement selon votre spécialité, votre niveau d'études et de l'endroit où vous souhaitez poursuivre ou entamer vos études supérieures. Donc déjà, ça vous permet d'avoir une vision globale des différents établissements français, notamment les écoles d'architecture dans votre cas. Après, je pense que, c'est important de le signaler, c'est à vous de compléter vos recherches par vous-même en vous rendant sur les sites de tous les établissements qui vous intéressent. Alors, c'est une question qui semble facile, simple, a priori, comment choisir une université, mais c'est ce qui va déterminer votre taux de réussite par la suite. Parce que si vous choisissez les mauvais établissements, quand je dis mauvais, je vais expliquer, un mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais les mauvais par rapport à votre parcours. Si vous choisissez un établissement, par exemple, qui vous demande d'avoir, je dis n'importe quoi, obtenu sur les 3 dernières années une note en particulier, en une matière particulière, mais que vous n'avez pas cette note et cette compétence, et vous choisissez quand même cet établissement, eh ben, c'est un mauvais choix. Vous avez choisi le mauvais établissement et vous aurez un refus derrière. Le premier critère de choix de votre établissement, bien sûr, en dehors du choix géographique, parce que c'est ce qui détermine généralement et bien souvent le choix des établissements par les étudiants internationaux, tunisiens ou autres, c'est la géographie, parce que à Marseille, j'ai une tante, ou parce que à Dijon, il y a mon frère ou un cousin, etc. Donc, c'est ce qui a donc pour avantage de faciliter votre mobilité vers cette ville. Le plus important pour choisir l'établissement, c'est de vérifier les prérequis de ce dernier. Vérifier si vous correspondez aux critères d'admissibilité des formations que vous souhaitez choisir. Si un établissement vous dit par exemple qu'il n'accepte que les personnes qui ont un niveau en français B2, supérieur ou égal à B2. Si vous avez un B1, il ne sert à rien de choisir cet établissement. Donc, premier critère de choix, c'est les critères d'admissibilité et les prérequis. Ça, c'est important en fait, à préciser, parce qu'il arrive qu'on ait un profil qui ne corresponde pas tout à fait à ce que les établissements cherchent. On fait toute la procédure et après, on est face à un refus. C'est quand même une perte de temps et d'énergie. Il vaut mieux, dès le départ, malheureusement, être conscient de ça. Il faut être conscient, je pense que de toujours bien se renseigner, comme on l'a dit, sur les prérequis de chaque établissement. Pourquoi? Parce que pour situer le contexte, comme on l'a précisé en début de cet événement, Campus France est présent dans 126 pays, à peu près 260 espaces Campus France. Donc, ce sont tous les étudiants internationaux qui candidatent pour une formation qui est susceptible de vous intéresser également, mais également les étudiants français. Donc, afin d'optimiser vos chances d'être au moins retenu par ces établissements, assurez-vous de respecter tous les prérequis. Sinon, c'est... Oui. En fait, nous avons reçu une question depuis un questionnaire que nous, la Jeune Chambre internationale de Nabeul, a créé en ligne. Est-il possible de suivre des études en alternance? Si oui, quelles sont les procédures? Alors, il faut faire très attention au terme alternance. Étudier en France, c'est aussi des stages, et notamment des stages alternés. Un terme que la plupart des étudiants connaissent très bien.
les stages en alternance et les études en alternance, c'est le fait d'avoir un certain nombre de jours de cours alternés avec des jours en entreprise. Si vous êtes étudiant étranger et primo-partant, c'est-à-dire que vous partez pour la première fois en France, que vous n'êtes pas déjà résident depuis au moins 1 an en France, vous n'avez pas le droit de signer un contrat d'alternance, un contrat de professionnalisation. Par contre, s'il ne s'agit pas d'un contrat de professionnalisation, s'il ne s'agit pas d'un contrat d'alternance, il faut savoir faire la nuance avec les stages dans le cadre du diplôme et au sein d'une formation initiale. Là, vous avez le droit. Pour le premier type de formation, j'espère que j'ai été clair, vous ne pouvez y avoir droit si vous êtes un étudiant international que si vous avez déjà passé en France 1 année, que si vous êtes déjà résident en France. Parce que c'est assimilé, si on veut, à un contrat de travail. Oui, oui, ok. Donc, si oui, quelle est la procédure? Alors, si on remplit les critères, quelle est la procédure pour pouvoir bénéficier de… Eh ben, il faut tout simplement s'inscrire dans cet établissement. Ok. Voilà. Mais seulement au bout d'1 an. Au bout d'1 an, Après une année, le candidat pourra éventuellement candidater auprès de ces établissements s'il souhaite poursuivre des études en alternance. Vous ne pourrez être admis que parce que dans certains établissements, vous avez le choix entre 2 parcours. Un parcours en alternance et un parcours initial. En tant qu'étudiant primo-partant, en partance pour la France, vous ne pourrez vous inscrire que dans le parcours initial. On peut imaginer que vous partez pour la première année de master. Votre première année de master devra être obligatoirement en initial. Oui. Ok. Sinon, je passe pour la prochaine question. Oui, Ok. oui. On va essayer de répondre à toutes les questions que vous avez recueillies. Donc, on passe à la question suivante. Vous avez déjà mentionné le niveau de français. Donc, quels sont les différents tests obligatoires pour candidater et quelle est la différence entre le DELF, DALF, le TCF, etc. Et quel est le niveau minimum recommandé par la plupart des établissements français? Alors, on va commencer par un peu dissocier ces différents examens de français. Alors, on a le TCF, le DELF et le DALF. TCF, test de connaissances en français. Si vous souhaitez candidater pour une licence 1 ou une école d'architecture, on vous demandera généralement de vous inscrire à un TCF pour la DAP. Le TCF pour la DAP comprend une partie compréhension écrite, compréhension orale et structure de la langue. À ces 3 disciplines, il faudra rajouter l'expression écrite en plus. Voilà. Autre possibilité, si vous souhaitez candidater pour une licence 2, un master, un cycle d'ingénieur, on vous demandera, l'établissement, c'est toujours l'établissement qui vous renseigne sur le type de test de langue, très important à mentionner. On vous recommandera de passer un TCF-TP, TCF tout public, qui lui comprend les 3 premières épreuves, donc compréhension écrite, compréhension orale et structure de la langue. Sans expression écrite. Sans expression écrite. Le TCF, c'est un diplôme qui est valable uniquement 2 ans et qui évalue votre niveau de français à l'instant T. Donc, il est bien évidemment reconnu par les établissements dans le cadre d'une procédure de candidature. C'est un test ponctuel. C'est un test ponctuel, valable uniquement 2 ans. Et j'en profite d'ailleurs, c'est très important parce qu'on a certains candidats qui candidatent peut-être 1 an ou 1 an et demi après. Et quand vous souhaitez redéposer un dossier, par exemple à Campus France, et que vous aviez déjà passé un test de langue, assurez-vous que ce test TCF-TP est bien valable jusqu'à la rentrée prochaine. Par exemple, si vous aviez déjà passé un TCF lors d'une campagne précédente, votre test doit être valable jusqu'au mois de septembre 2021 au minimum, pour qu'il soit considéré par les établissements. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée en France, au moment de la rentrée envisagée en France, ce test doit être encore en cours de validité pour être accepté par Campus France. D'accord ?
En parallèle de ces TCF, nous avons le DELF et le DALF. Le DELF, diplôme d'études en langue française, et le DALF, diplôme approfondi en langue française. Ces deux diplômes, contrairement au TCF, eux, sont valables à vie et, je dirais, développent plus précisément votre niveau de français. Vous aurez des épreuves de compréhension écrite, d'expression orale notamment. Ces tests et ces diplômes, il convient de rappeler également qu'ils sont assurés ici, même à l'Institut français ou dans les différents pôles du centre de langue, un petit peu partout sur le territoire tunisien, par nos collègues du centre de langue, mais également par le réseau des alliances françaises. Alors, la troisième partie de la question, quel est le niveau minimum recommandé par la plupart des établissements français? Alors, il n'y a pas de niveau en particulier qui est fléché pour partir étudier en France. Cela dépend des établissements. Ça dépend des établissements, ça dépend aussi, bien entendu, du domaine d'études, parce que la fac de droit ou l'institut de journalisme ne vont pas requérir le même niveau de français au vu de la particularité de la spécialité. Et là, Ahlem est bien placé pour nous le confirmer, qu'une faculté de sciences ou de technologie. Parce qu'on n'a pas besoin des mêmes compétences, ou en tout cas pas du même niveau de compétences. Et là où on pourrait vous accepter avec un B2 ou même un B1, dans d'autres établissements, on va exiger un C1 ou un C2, parce qu'il y a 6 niveaux. Il y a un niveau débutant, donc B1, B2, puis ensuite, je ne parle pas du A1, A2, hein, ça c'est vraiment initial. Donc B1, B2, A1, A2, débutant, intermédiaire B1, B2 et avancé C1, C2. Chaque établissement, en fonction de l'université, de l'école et du domaine d'études, en exige un niveau de français différent. Mais en général, en moyenne, le niveau minimum requis, c'est le niveau B2. C'est le niveau moyen. On va dire que c'est le 10 sur 20. Et comme on l'a précisé précédemment, l'information sur le niveau de français minimum exigé par l'établissement, on la retrouve bien évidemment dans les prérequis de chaque établissement que vous sélectionnerez dans votre panier de formation. Dans votre panier de formation, vous ajoutez des établissements. Ces établissements, pour chaque établissement et chaque formation, vous avez une fiche à consulter. Et dans cette fiche, vous retrouverez l'ensemble des prérequis, notamment le test de français qui est à chaque fois mentionné. Et il faut dire que c'est un des motifs de refus les plus récurrents auprès des établissements français. Ah, oui. Donc, voilà. Oui. Il est un des motifs les plus récurrents de refus. Et à juste titre, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est généralement des étudiants, enfin des candidats qui sélectionnent des établissements en n'ayant pas ce prérequis. On suppose qu'ils ne se sont pas suffisamment bien renseignés avant de faire ces choix. Donc peut-être avant d'enchaîner sur la question suivante, toujours par rapport au test de langue, au test de français, parce qu'on n'a pas envie non plus de leur faire un peu peur, ces étudiants qui parfois, ces futurs étudiants ou ces étudiants qui parfois ont des petites difficultés de français, parce qu'on sait que de toute façon plus tard, ils vont pouvoir s'améliorer, ils vont se retrouver dans un bain linguistique. Alors à partir du moment où on a commencé, on a fait l'inscription, on a commencé à préparer les pièces, le dossier, etc. en ligne. On passe le test après combien de temps à peu près? Est-ce qu'il y a un délai? En me disant peut-être qu'on pourrait le préparer, ce test, vraiment bosser pour le préparer comme il faut, etc. Très, très bonne question, parce que là, il faut savoir que si vous avez des difficultés et que vous sentez que vous avez besoin d'améliorer un petit peu réviser sa conjugaison. Voilà, réviser un petit peu votre conjugaison, même si vous n'allez pas être directement interrogé sur votre conjugaison ou votre grammaire. Hein. Il ne s'agit aucunement, je ne suis pas le mieux placé pour vous parler des tests de langue, mais il ne s'agit pas d'un examen proprement dit de français. Il s'agit généralement de QCM, de compréhension orale et écrite, etc. Donc, vous pouvez suivre, et ça existe, ici même, au centre de langue de l'Institut français, mais ailleurs sur tous les autres pôles, il existe des cours de préparation au TCF ou des cours tout court
je dirais, pour vous préparer et pour améliorer votre niveau de français si vous en ressentez le besoin. Et c'est quand même important. Aujourd'hui, en dehors, pour sortir un petit peu du sujet de l'enseignement supérieur français, aujourd'hui, on peut noter que de plus en plus d'entreprises et de sociétés tunisiennes en cours de recrutement exigent ces compétences, exigent ces certifications. Donc, et j'ai déjà eu l'occasion de le voir sur certaines annonces, non pas que je cherchais à travailler ailleurs, j'ai croisé des annonces où on demandait un niveau C1, B2, etc. en français, parce que c'est des niveaux qui vous permettent aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, si vous êtes professionnel ou jeune professionnel, de pouvoir répondre à des emails, de pouvoir rédiger. Ça vous donne certaines compétences dont vous avez besoin, même en dehors de votre procédure de candidature ou de votre éventuelle procédure de candidature Campus France. Donc, vous pouvez vous y préparer au sein du centre de langue. Il y a des cours spécifiques pour la préparation au TCF et vous pouvez aussi vous y entraîner en allant notamment sur le site de TV5 Monde. Vous avez l'application aussi, l'application exactement. TV5 Monde. Une application que vous pouvez installer sur votre smartphone. On sait que nos jeunes sont assez friands d'applications et grands consommateurs de smartphones. Vous pouvez vous exercer, voir ce que c'est ce test en allant sur TV5 Monde. C'est super, oui. Oui, c'est toujours par rapport au test. Si je n'ai pas encore passé mon test de langue avant la date limite, ou bien le 13 janvier ou bien le 3 mars. Pour les, Alors, est-il possible de valider ma candidature en ligne pour Alors, techniquement, vous pouvez valider votre candidature en ligne si vous avez au moins une convocation au test. D'accord ? Ceci étant, je vais vous avouer que nous faisons preuve d'une certaine souplesse par rapport au, même si ça n'encourage pas à ne pas passer les tests dans les délais, etc. Mais s'il y a possibilité par la suite pour les candidats de nous fournir en complément ce test de français, nous on accepte d'avoir le dossier de candidature avant le délai afin que cela ne soit pas raté pour le candidat, parce que c'est synonyme de fin de candidature pour les personnes qui n'arrivent pas à déposer leur dossier dans les délais avec tous les éléments, tous les justificatifs demandés par Campus France, à commencer par le test de français. C'est, je dirais, même l'élément le plus important. Donc, on peut accepter le dossier, mais en le mettant en attente du complément, c'est-à-dire des résultats du test de français. Mais là, vous prenez le risque, si les établissements consultent votre dossier de candidature avant que vos résultats ne soient renseignés, qu'ils vous donnent un refus. Parce que eux, ils ne vont pas attendre que vous ayez, peut-être que si, hein, mais avec le nombre de candidatures qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas se permettre de laisser des dossiers en instance. C'est pour ça, justement, qu'on vous recommande généralement de saisir les opportunités quand des places sont disponibles pour vous inscrire à un test de langue. Généralement, l'Institut français de Tunisie communique sur les prochaines sessions, que ce soit le TCF pour la DAP, le TCFTP. Nous relayons également ces informations via nos réseaux sociaux. Ne tardez pas, hein, bien évidemment. Plus vite vous passez votre test, plus vite vous êtes... vous connaissez votre niveau de français et ça vous aidera aussi à choisir la liste des établissements que vous sélectionnerez dans votre panier de formation. Point très important. Oui, oui. Donc, Enchaîne, oui. Je pense que c'est bon pour les tests. On passe pour le financement des études. Est-ce qu'il y a-t-il des universités qui exonèrent les droits d'inscription pour les étudiants tunisiens? En fait, pour commencer, quels sont les frais généraux pour les études en France? Alors, il y a les établissements publics et les établissements privés. Les établissements privés, nul besoin de vous dire que c'est payant. D'accord? C'est leur raison
on va dire, d'exister. C'est le privé. C'est comme partout ailleurs, c'est payant. Le public, jusqu'à il y a 2 ans, était gratuit de la même manière pour des étudiants français que pour les étudiants internationaux. Depuis 2 ans, il y a eu une nouvelle mesure qui a été adoptée, c'est celle des frais différenciés, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas étudiant français ou européen, pour faire simple, je dis européen, bien sûr, il s'agit de l'Andorre, Suisse, etc., vous êtes supposé payer des frais différenciés, c'est-à-dire différents de ceux payés par les Français. À titre d'exemple, pour un master, au lieu de 370 €, c'est les frais normaux, c'est 3 770 € si vous êtes un étudiant américain, japonais ou tunisien. Ça a grimpé quand même. Ça, c'était il y a 2 Voilà. ans, au moment où la terre a tremblé Voilà. pour les étudiants Alors, tunisiens. la bonne nouvelle, parce que ce n'est pas bien sûr, c'est une mesure qui peut freiner un petit peu l'enthousiasme des étudiants internationaux, mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité écrasante des universités françaises n'ont pas adopté cette mesure. Elles ont pris le choix, elles ont fait le choix de continuer à traiter en termes de frais d'inscription les étudiants internationaux de la même manière que les étudiants français. Pour les établissements qui n'ont pas fait ce choix-là, des établissements qui ont adopté des frais différenciés, elles ont quand même la possibilité, à hauteur de 20% de leurs effectifs, d'exonérer les candidatures qui leur semblent les plus intéressantes. Pas seulement ça, mais au sein du réseau des ambassades, des postes, en l'occurrence en Tunisie également, et ici même à l'Institut français de Tunisie, nous octroyons des exonérations de frais d'inscription dans ces universités. Lorsque vous souhaitez vous inscrire dans un établissement qui vous demande de lui payer ces 3 770 € pour un master ou 2 770 € pour une licence, l'ambassade de France en Tunisie peut vous octroyer une exonération de ces frais. Sur quels critères? Parce que moi, en tant que maman, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Hein. Alors, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai une fille qui passe le bac cette année, elle a envie de partir faire Sciences Po. Elle se dit, c'est trop cher. Est-ce que je pourrais éventuellement bénéficier de cette exonération? Comment faire? Quelle est la procédure? Est-ce que je remplis les critères? Alors, le premier critère, c'est d'abord d'être accepté dans cette université. Voilà. Le dossier. C'est le plus important. Ensuite, le dossier, je ne pourrai pas vous le dire en détail, puisque ce n'est pas géré au niveau de Campus France, mais par nos collègues de la coopération universitaire et plus précisément de la mobilité et des bourses. Mais c'est un dossier où vous allez écrire une demande, une simple demande, puis ensuite présenter vos différents résultats, votre parcours, et le but étant de démontrer que vous avez un dossier qui peut être intéressant. Ce n'est aucunement des critères d'excellence, hein, soyons d'accord, et pas non plus sur critères sociaux. C'est un simple dossier. Ensuite, il y aura une comparaison entre les différents dossiers si le nombre le permet. Et en tout cas, par chance, ces 2 dernières années, pratiquement, je peux vous dire que pratiquement toutes les demandes ont été satisfaites pour les exonérations. Une très bonne nouvelle. Juste une petite question pour l'exonération. C'est une exonération entière ou bien les Tunisiens payent le même montant que les Français? Alors, pas entière, parce que même les étudiants français doivent s'acquitter de ces frais d'inscription. Les frais d'inscription, ça correspond, comme en Tunisie, à des frais qui contribuent un petit peu en finance de l'université. Alors, pour l'exonération, vous serez exonéré du surplus. Voilà. Donc, au lieu de payer 3 770 €, on vous demandera désormais de payer seulement 370 € ou 50 €. Ok. Dans le même cadre du financement, quels sont les programmes de bourse accessibles aux étudiants proposés par le gouvernement tunisien et français? Les bourses proposées. Alors, on ne sera pas en mesure de vous parler de
des bourses du gouvernement tunisien, parce que nous représentons le gouvernement, en l'occurrence, si on peut dire, français. Pas vraiment non plus entrer dans le détail des bourses françaises, parce que l'espace Campus France ne gère pas le volet bourse, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons au sein de l'Institut français une coopération universitaire où des programmes de bourse existent. Alors, sinon, sur notre site Internet, et là, Édouard va vous expliquer plus en détail, nous avons une rubrique, un moteur de recherche très intéressant où vous pourrez trouver tous les programmes de bourse existants, même les programmes de bourse tunisiens qui y sont intégrés. Il suffit de faire une recherche par domaine d'études, par niveau, voire même par zone géographique, si je ne dis pas de bêtises, et par spécialité, et vous trouverez tous les programmes de bourse qui correspondent. Il suffira de cliquer sur le programme de bourse qui vous intéresse et vous trouverez les critères d'admissibilité, les contacts et le dossier à constituer. Il suffit donc, en gros, de prendre le temps d'aller sur ce moteur de recherche, d'effectuer votre recherche et de faire votre tri. Puis ensuite, de voir si vous correspondez ou pas aux critères d'admissibilité et de préparer vos dossiers que vous enverrez par la suite aux différents établissements, aux différents organismes. Alors justement, pour accéder à ce moteur de recherche, vous allez directement sur notre site tunisie.campusfrance.org. Dans le menu général, vous avez l'onglet « Étudier en France » et l'article « Financer ses études ». L'article « Financer ses études » vous donne accès à ce moteur de recherche qui s'appelle Campus Bourse. Et donc, comme vous l'avez expliqué, Osni, vous avez de nombreux paramètres à sélectionner, notamment la localisation, le niveau d'études, la spécialité, pour voir l'ensemble des organismes qui seraient susceptibles de vous octroyer une bourse. Comme on l'a précisé, hein, les bourses ne vous sont pas automatiquement demandées. C'est à vous de faire votre dossier, de déposer votre candidature pour ce type de bourse et d'attendre la réponse de ces organismes. Et puis surtout, quelque chose à ne pas oublier, il faut, enfin, les bourses, c'est des programmes de bourse. D'accord ? Ce n'est pas de l'argent qui est distribué aux candidats qui souhaitent partir à l'étranger juste parce qu'ils souhaitent avoir un financement. Il s'agit de programmes. Quand je dis programme, c'est-à-dire ça correspond à un type d'études en particulier, à un type d'étudiant en particulier, etc. Donc, il faut correspondre à des critères spécifiques. Alors, on va enchaîner avec les questions de la JCI dans quelques secondes, mais très rapidement, on prend quelques questions qui nous sont parvenues via la page Facebook de l'IFT, alors que je vais essayer de relayer. Alors, d'abord, une question qui concerne les diplômés du domaine de la santé, pharmacie plus précisément. Vous me direz si vous pouvez répondre à la question. Donc, dans le but d'obtenir une équivalence du diplôme en France, suite à l'arrêté du 13 décembre 2019, relatif aux formations en filière et MMOP, la procédure de la demande d'admission a changé, n'est plus soumise au calendrier DAP, et la personne demande si elle peut savoir avec précision quelle démarche suivre pour une demande de candidature. Alors, il s'agit d'une... Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Est-ce qu'il s'agit d'une demande pour l'équivalence ou de candidature pour des études de santé? Je pense que c'est une demande d'équivalence d'un diplôme en France. Alors, s'il s'agit d'équivalence, ce n'est pas une candidature. L'équivalence, c'est un organisme en France qui s'appelle l'ENIC-NARIC, E-N-I-C-N-A-R-I-C, auquel il faut s'adresser lorsque vous souhaitez faire l'équivalence d'un diplôme étranger en France et savoir à quoi il correspond exactement. Alors, Emine pose la question, elle nous dira sur la page Facebook, donc si on a répondu à sa question. Et puis, il y a également Baja qui nous demande si je passe 2 fois le TCF DAP, est-ce que je peux postuler avec le meilleur ou je dois postuler avec le dernier passé? Le meilleur résultat ou le dernier passé? Alors, les deux, s'ils sont dans les délais, si elle dépose son dossier, alors l'exemple
Si le meilleur n'est plus dans le délai. Je pense que Si c'est le la meilleur question n'est plus qui est dans le posée. délai, on imagine par exemple quelqu'un qui a déposé son dossier de candidature avec un test où il a eu un B2 et qu'un mois après, la personne a repassé un deuxième test et qu'elle a obtenu un C1 et veut l'introduire, remplacer par ce nouveau résultat l'ancien. Là, ce n'est pas possible si nous avons déjà traité et transmis le dossier. D'accord. Donc, ça dépend de l'état d'avancement du dossier. Et puis, dernière question, très rapidement, là, Sarah qui demande, est-ce que les étudiants étrangers sont concernés par les masters mentionnés selon la modalité formation continue ou bien ils ne sont concernés que par la modalité initiale? Alors, continue également, ils sont concernés, à condition, bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, que ce ne soit pas dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d'alternance. Très bien, merci à toutes les personnes qui interagissent avec nous via la page Facebook de l'IFT. On poursuit avec les questions de la JCI. Merci. Quelles sont les opportunités de stage en France? Stage, soit stage normal ou bien stage de fin d'études. Est-ce que cela passe-t-il par Campus France? Alors, ça ne passe pas par Campus France. Il y a quelques années, c'était encore le cas. Avant 2014, si ma mémoire est bonne, ça passait par Campus France. Alors, ce qui passait, et encore, ce qui passait par Campus France, c'était le stage déjà validé. Mais si je comprends bien la question, il s'agit de savoir si on peut candidater à des stages à travers Campus France. La réponse est non. Comme pour les étudiants français, ou même tunisiens en Tunisie, quand on souhaite obtenir un stage, c'est les mêmes procédures, c'est-à-dire on regarde l'annuaire des entreprises ou des sociétés qui nous intéressent dans le domaine spécifique de nos études, que ce soit pour un PFE ou autre, et on envoie un dossier. Cela ne passe pas à travers Campus France, parce que Campus France est uniquement et exclusivement concerné par les visas d'études ou de concours. D'accord? Donc les stages, c'est une autre procédure. C'est une procédure propre à l'étudiant. Vous devez prendre contact avec les entreprises et les sociétés et voir d'abord si au sein de votre établissement tunisien, il n'y a pas de convention de partenariat, par exemple avec certains laboratoires français. Hein. Et puis ensuite, lorsque vous obtenez une réponse favorable, la partie française va vous envoyer, c'est elle qui s'occupe de tout en France, hein. C'est elle qui va préparer la convention de stage et qui va la faire valider par une instance très importante en France, qui est la directe. Et une fois que cette convention tripartite sera validée par la directe et vous sera envoyée, vous pourrez faire votre demande de visa stagiaire directement auprès de TLS Contact et sans passage par Campus France. Peut-être renseignez-vous aussi auprès du réseau des anciens élèves de votre établissement. Peut-être qu'il y a des contacts à privilégier, des étudiants qui sont partis finir soit un cycle d'études en France, ou alors qui maintenant sont en activité en France et qui auraient peut-être des contacts à vous proposer. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner auprès de votre établissement et utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Oui, très bien. Il y a des étudiants qui prennent le bac et passent une année blanche, ou bien il y a ceux qui ratent une année pour une raison ou une autre. Alors, quelles sont les possibilités de poursuite d'études en France pour un étudiant qui a soit raté une année ou a passé une année blanche? C'est les mêmes que pour une personne qui a brillamment réussi son bac avec un 18 de moyenne. Donc, il n'y a aucune... voilà. C'est zéro discrimination, réellement. Je vais même vous dire que nous recevons des fois des personnes qui viennent nous dire « Mais écoutez, je ne comprends pas, j'ai déposé ma demande de candidature avec ma soeur jumelle ou avec ma camarade de classe. J'ai de meilleurs résultats, j'ai des 16, des 17 de moyenne, alors qu'elle, elle n'en a que 10 et des 11 chaque année, voire même elle réussit à la session de contrôle. Elle a été acceptée dans le même établissement et pas moi. Comment cela se fait-il? Donc, il ne s'agit aucunement de la brillance de votre parcours. Votre parcours, vos résultats académiques, c'est un des éléments sur lesquels vous êtes apprécié.
Alors, parce qu'il y a d'abord ce que nous disions tout à l'heure, le respect des prérequis. Il se pourrait que votre ami qui réussit chaque année à la session de contrôle, qu'elle ait par contre de meilleurs résultats que vous dans les matières principales qui sont exigées pour cette formation. Et là, par exemple, je dis n'importe quoi, des 16 et des 17 en mathématiques, alors que vous n'avez que des 10 et des 11. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aussi prendre en considération tout l'extra-scolaire, l'extra-académique. Si vous avez des activités associatives, Ça, c'est très important à c'est très, expliquer aux très étudiants, important. vraiment. Et Ce sont des critères qui comptent de plus en plus Exactement. aujourd'hui. Les soft skills, vos soft skills, qui sont absolument à mettre en valeur dans le cadre d'une candidature pour des études à l'étranger, en l'occurrence en France, puisqu'on promeut la France. Et bien sûr, vous n'êtes pas, et nous avons déjà eu l'exemple de personnes qui ont été dérogataires, enfin, qui ont eu leur bac à la 3e année, qui ont peiné pendant le parcours de licence, qui ont redoublé 2, 3, 4, 5 fois et qui ont été acceptés alors que au sein des mêmes UFR, au sein des mêmes facultés, d'autres étudiants à première vue brillants, bons, n'ont pas été acceptés. Donc, ce n'est pas un critère sanctionnant, ce n'est pas quelque chose d'handicapant par rapport à la procédure de candidature Campus France. C'est là justement où je pense qu'il faut rappuyer sur ce point. Voilà, candidater en France, espérer voir sa candidature retenue, ça ne passe pas seulement par vos résultats académiques, vos notes, votre classement, ça passe aussi par d'autres points, votre dossier de candidature de façon générale. Comme l'a souligné Osni, ça passe notamment par peut-être vos activités extra-professionnelles. Et puis, on l'oublie parfois, mais 2 éléments, je dirais même 2 documents qui sont très importants et qui ne sont surtout pas à négliger dans le cadre de votre candidature, ce sont vos CV et vos lettres de motivation. CV et lettres de motivation personnalisées selon le type de formation que vous visez, le type de spécialité. Parce que je pense, et c'est le cas de beaucoup d'établissements, les établissements qui vont consulter votre dossier de candidature vont bien évidemment regarder les notes que vous avez obtenues, mais ils vont aussi porter une attention particulière sur la façon dont vous motivez votre projet, quelles sont vos ambitions professionnelles, pourquoi choisir d'aller étudier en France. Et pourquoi faire des lettres de motivation personnalisées? Je pense qu'on peut le dire, hein, parfois, des étudiants ne font pas forcément attention dans leur dossier de candidature et peuvent, sans faire attention, copier-coller des lettres de motivation. Ou même en faisant attention. Ou même en faisant attention, Parfois. oui, en faisant attention aussi alors. Donc certains étudiants vont copier-coller par souci de rapidité, vont copier-coller leur lettre de motivation sans se méfier que les informations mentionnées dans l'une d'entre elles n'ont rien à voir avec l'autre établissement. On prend un exemple, un étudiant qui copie-colle une lettre de motivation pour l'université de Aix-Marseille et qu'il explique à l'université de Aix-Marseille qu'il serait ravi d'intégrer le Master 2 qui est proposé à l'université de Lorraine. Ou qu'il a toujours rêvé de rejoindre Paris-Descartes. Voilà. Voilà. Alors Donc, là, dès les premières lignes, l'établissement est C'est mort. conscient que le candidat n'a pas prêté attention, n'a pas fait attention à ces petits détails qui sont très importants. Et Donc, soignez votre lettre de motivation et votre CV. Et pour rebondir sur ça, justement, je rebondis sur la motivation pour parler de la dernière étape d'un dossier de candidature Campus France, le fameux entretien de motivation. Il faut un petit peu démystifier cette étape. L'entretien de motivation, c'est l'étape où vous défendez, vous parlez de votre projet d'études, et c'est ce qui va être retranscrit et transmis aux universités. Donc, si vous ne fournissez pas pendant votre entretien de motivation les éléments qui vont faire que l'établissement retienne votre candidature plutôt que celle d'autres candidats, eh ben, c'est pas non plus gagné. Donc, il faut montrer cette motivation, il faut venir renseigner. Si vous n'êtes pas capable, par exemple, de parler de la formation que vous avez choisie. Si vous avez choisi dans votre panier de formation l'Université d'Aix-Marseille, mais pour le master de biologie, je dis n'importe quoi, mais que vous n'êtes pas capable de parler
de ce master ou capable d'expliquer pourquoi avoir choisi ce master, par exemple en rapport avec votre parcours tunisien ou votre parcours antérieur, eh ben, ce master-là, le responsable du master, la scolarité d'Aix-Marseille, ne sera pas encouragé, enthousiasmé pour retenir votre candidature. Donc, ce ne sont pas des étapes anodines ou à prendre à la légère. Absolument pas. Ce n'est pas uniquement Absolument pas. voilà, quelque chose d'artificiel comme ça qu'on peut proposer en copiant, en collant. Il faut vraiment y mettre du cœur. Voilà. Il faut y mettre du cœur, il faut montrer que vous êtes motivé. D'où l'intérêt aussi d'être très tôt dans l'associatif, comme nos amis des JCI, parce que c'est ça la grande école. C'est là où on apprend à défendre un projet, à pitcher, etc. C'est ça, oui. D'ailleurs, nous, à la Jeune Chambre, on apprend à faire des CV, des lettres de motivation pour candidater à un poste de président, de vice-président ou n'importe quel poste. Et c'est vraiment dans la vie associative, pas uniquement dans la Jeune Chambre quand même. Quand on apprend à rédiger ces papiers-là, dans la vie associative en général. Donc, j'invite tous ceux qui nous regardent à s'impliquer dans la vie associative. Bien sûr, ils ne vont pas s'impliquer juste parce qu'ils vont candidater à travers Campus France. Mais pour la vie, voilà. Ils vont le faire pour la vie, ça compte. Exactement. Pour la vie. Alors, pour l'avant-dernière question préparée par Jessie Nabel, alors, les étudiants étrangers résidant en Tunisie sont-ils concernés par les mêmes procédures de candidature que les étudiants de nationalité tunisienne? Absolument. Absolument. Campus France s'adresse à tous les étudiants résidant dans le pays où le service se trouve, qu'ils soient de la nationalité de ce pays-là ou simple résident. Donc en Tunisie, Campus France reçoit les candidatures de tous les étudiants tunisiens ou étrangers qui résident en Tunisie et on leur demande les mêmes justificatifs, la même procédure s'impose à eux au même titre que leurs camarades tunisiens. Oui, ok, merci. Donc, pour la dernière question, suite à la crise sanitaire vécue par le monde entier à cause du Covid-19, est-ce qu'il y aura une baisse de taux de candidature pour cette année ou bien pour les prochaines années? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne peux pas vous répondre avec précision, vous le supposez. Je pense, hein. On attendra la prochaine vague. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas reçu moins de candidatures en 2019-2020. C'est l'année malheureusement Covid, désignée comme Covid, que l'année qui l'a précédée. Donc, non, absolument pas. Il y a toujours le même engouement, la même volonté et le même enthousiasme de la part des jeunes Tunisiens en cette période de Covid que ce qu'ils avaient avant. Donc, et nous n'avons pas non plus noté de baisse en termes d'acceptation de ces candidatures au niveau des établissements français. Donc, jusque-là, tout va bien. Voilà. Et même que les universités, excuse-moi, Ahlem, je complète, même que les universités, la plupart des universités, a adapté le calendrier et la manière de faire, de recevoir, etc., en fonction de leurs étudiants internationaux, avec toutes les difficultés qu'il y a eu à un certain moment par rapport à la mobilité, par rapport aux restrictions de voyager pour certains pays. Et donc, c'est dire toute la volonté qu'il y a du côté français de continuer à recevoir et recevoir en nombre les étudiants internationaux, tunisiens ou algériens ou autres. C'est la grande mobilisation du corps enseignant un peu partout dans Exactement. le monde, hein, en pleine crise Covid. C'était les questions posées, préparées par oui, c'est tout pour la JCI Nabel. Moi, j'en ai d'autres, hein, des questions qui arrivent sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. On remercie toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à Campus France. Alors, Céline, que je salue, qui nous dit, alors je suis actuellement une étudiante en licence 1 en psychologie. Et j'espère passer vers la deuxième année. Donc, est-ce que je dois suivre la procédure DAP ou hors DAP? Alors, comme vous venez de le mentionner. Hein, Elle souhaite s'inscrire en deuxième année en France, c'est ça, Ahlem? Oui.
Alors, si cette étudiante en psychologie, En psychologie, psychologie, tout à en fait. psychologie souhaite s'inscrire ou du moins candidater pour l'année prochaine en licence 2 en France, elle est donc concernée par la procédure hors DAP. Hors DAP, DAP, c'est signé. uniquement Bac plus 1. Bac plus 1 en licence. Hein. Très bien, c'était la question de Céline. Et puis il y a Mohamed Ali. Bonsoir Mohamed Ali, merci d'être des nôtres, qui demande. Alors sa question est la suivante. J'essaie de lire. Alors si j'ai une acceptation, il nous dit sur campus et Parcoursup, est-ce que je peux accepter la proposition de Parcoursup et pas celle de Campus France? Bien sûr, parce que là, j'imagine qu'il s'agit d'un candidat. Alors, pour faire simple, c'est un petit peu compliqué. Bien sûr, les personnes qui nous posent des questions, si ce n'est pas suffisamment clair pour eux, ils peuvent toujours nous les poser via notre page Facebook ou venir directement nous voir sur l'un de nos 3 espaces. Mais toutes les procédures d'inscription ne passent pas par Campus France. 2 en particulier, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles et les BTS. Pour ces 2 formations, lorsqu'on est étranger, lorsqu'on est un étudiant international, un candidat à l'international, on est obligé de passer par cette procédure qu'on appelle Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de l'enseignement supérieur, mais du ministère de l'Éducation. Ces formations sont régies par le ministère de l'Éducation. Et donc, lorsque je suis jeune Tunisien et que je souhaite candidater, parce que je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, j'hésite entre une école d'architecture et une classe prépa, j'ai le choix, j'ai la possibilité de candidater pour les deux, pour l'architecture à travers Campus France et pour la classe préparatoire à travers la procédure Parcoursup. Parcoursup, c'est une procédure comme Campus France qui n'a pas de présence physique contrairement à nous, mais c'est une procédure en ligne. Donc, je candidate sur les deux procédures et si je suis accepté sur Parcoursup en classe prépa, parce que j'ai une légère préférence pour la classe prépa, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes accepté par Campus France, rien ne vous oblige à aller au bout de la procédure et vous pouvez faire valoir l'admission obtenue sur Parcoursup. Bon, là, j'ai supposé, hein, je Oui, on me a suis répondu fait... à Mohamed Ali là, Voilà. qui nous suit. Toute dernière question. Hiba qui dit: je suis doctorante, comment je peux candidater? Je pense qu'on a donné toutes les réponses possibles depuis le début de la rencontre. Vous souhaitez peut-être ajouter un détail? Pour la Pour doctorante, les doctorats, en fait, la procédure de candidature ne passe pas directement par Campus France, parce que Campus France gère les candidatures d'un niveau Bac plus 1 jusqu'au niveau Bac plus 5. Ah, ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure. oui. Alors, en dehors, vous savez, il y a le système LMD. Licence, master, Les candidatures doctorat. Campus France, c'est L et M uniquement. D'accord. D'accord? Les doctorats, au vu de la spécificité de la chose, ne passent pas par une procédure de candidature classique. Là, il va falloir prendre contact avec les écoles doctorales qui vous intéressent, prendre attache avec les directeurs de ces écoles doctorales, leur proposer votre sujet de thèse et obtenir une admission directement auprès d'eux, ou en passant par votre établissement tunisien, parce qu'il y a énormément de conventions de partenariat et d'accords entre universités tunisiennes et françaises, et voir quelles sont les écoles doctorales auprès desquelles vous pourriez signer une convention de thèse en co-tutelle. Faire une thèse en co-tutelle entre votre université tunisienne et université française. Et là, comme pour les bourses, vous avez sur le site de Campus France un moteur de recherche qui va vous permettre de repérer toutes les écoles doctorales selon votre domaine d'études qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc justement, vous retournez sur notre site, vous allez dans la rubrique Étudier en France et vous avez un article qui s'appelle Trouver ma formation. Sur cet article, on retrouve notamment l'annuaire pour les niveaux licence, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. On retrouve l'annuaire pour les niveaux master, Bac plus 4, Bac plus 5. Et on retrouve ces fameux annuaires pour les écoles doctorales, où vous retrouvez toutes les coordonnées des écoles doctorales ou des personnes qui seront susceptibles de pouvoir recevoir votre dossier. Oui, ben, on espère
avoir répondu à votre question. Et puis, une question peut-être au nom de la communauté subsaharienne en Tunisie, qui est aussi concernée par cette procédure. Alors, il y a un étudiant qui nous dit qu'il est de nationalité comorienne et qu'il aimerait savoir s'il est obligé de passer les tests de compétences en français, étant donné qu'il compte postuler en L2. Alors, la règle, elle est très simple. Si le français n'est pas langue officielle exclusive dans votre pays d'origine, vous êtes concerné par la passation d'un test de français. D'accord? Exemple. Et là, il faut faire la différence. Il faut savoir faire la nuance entre être issu d'un pays où le français est une langue pratiquée, parlée, et le français, langue officielle. En Tunisie, le français n'est pas une langue officielle et encore moins exclusive. Les Tunisiens sont donc soumis à la règle du test de français. Les îles Comores, je sais que la langue officielle, c'est l'arabe. C'est l'arabe. Aux îles Comores, la langue officielle, c'est l'arabe. Donc, les étudiants comoriens sont concernés par la passation d'un test de français. D'accord, voilà une réponse très claire. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je ne sais pas si on pourra y répondre, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que vous pourrez toujours, sur le site de Campus France et puis la page Facebook, interagir avec des personnes qui pourront vous répondre directement. Et puis, n'oubliez pas qu'il y aura aussi des vidéos didactiques qui vont tout vous expliquer, qui sont déjà publiés sur le compte YouTube de l'IFT et qui vont être très bientôt publiés sur la page Facebook. En tout cas, on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre donc sur la page Facebook de l'IFT. Alors, je vais me retourner vers la salle, le public, parce qu'on a du public cet après-midi. Alors certes restreint, Covid oblige, mais qui nous fait le plaisir d'être des nôtres. Peut-être qu'une personne dans la salle souhaiterait poser une question. Y a-t-il un détail que nous n'avons pas évoqué et qui mérite d'être clarifié? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Très bien. Donc le micro arrive. On va peut-être prendre 2-3 questions dans la salle, du côté du public. Il y a madame et monsieur, il me semble, derrière. Oui. Voilà. Et puis monsieur également là. Oui. Bonjour. Je me présente, je suis une maman, un étudiant qui a déjà en train de préparer son dossier de candidature avec Campus France. Et j'aimerais poser une question sur le financement, le dossier de financement de l'étudiant. Y a-t-il une certaine, exclusivité ou bien pour le dossier de candidature financier de l'étudiant? C'est-à-dire, y a-t-il des choses spéciales que vous faites pour l'étude de, par exemple, si l'étudiant il a un montant spécial à payer, y a-t-il des... je ne trouve pas le mot. À part les exonérations, les bourses offertes. Oui. Y a-t-il... Vous parlez de privilèges financiers, madame? Des privilèges financiers, oui. Voilà. Oui. Donc, de privilèges financiers. De quelle sorte de privilèges est-ce que vous êtes en train de parler? Est-ce que vous parlez du dossier de candidature en soi ou est-ce que vous parlez du parcours pour les études en France? Pour les études en France. Voilà. Y a-t-il un privilège? Est-ce que le privilège il est fait selon l'étude de l'état financier de la famille, des parents, ou bien je parle du privilège financier? Alors, le privilège, si je vous emprunte le terme, vous pouvez l'avoir si votre fils est admis dans un établissement qui applique les frais différenciés pour les étudiants internationaux. À ce moment-là, il pourra déposer une demande d'exonération. D'accord? Sinon, et si vous parlez de bourse, il va falloir qu'il aille, je pense que vous étiez là depuis le début de notre intervention, je vous en remercie d'ailleurs. Donc, vous pouvez
et je vous invite à le faire avec lui, allez sur notre site dans la rubrique « Financer vos études Campus Bourse » et vous trouverez tous les programmes de bourse susceptibles d'intéresser et de concerner votre fils. Il va falloir aller faire une recherche spécifique selon son domaine d'études, son niveau d'études, et voir si certains de ces programmes correspondent à, son domaine d'études, celui en tout cas qu'il vise une fois arrivé en France. Merci. Je vous en prie. On va prendre 2 questions encore dans la salle, monsieur et puis monsieur, là. En nous excusant de ne pas pouvoir en prendre plus, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'encore une fois, ces messieurs et dames de Campus France sont très accessibles, je le sais, et il y a une page Facebook qui est vraiment interactive. Il y aura toujours moyen, plus tard, de leur poser directement des questions. Bon, Monsieur pardon, excusez-moi, je me permets de rebondir. C'est vrai qu'effectivement, on vous encourage. Nos équipes sont disponibles sans rendez-vous du lundi au vendredi sur nos 3 espaces. Nous sommes disponibles via la messagerie, l'adresse mail campusfrance.tunisie@institutfrançais-tunisie.com. Nous sommes également actifs sur notre page Messenger et chaque jeudi, on organise un rendez-vous questions-réponses de 14h à 16h où les candidats ou toute personne qui souhaiterait poser une question concernant nos procédures ou nos services, nous avons un conseiller qui répond en temps réel pendant ces 2 heures. Le jeudi. Le jeudi, 14h, Tous les 16h, tous les jeudis. Le jeudi, 14h, 16h. Une question, oui? Bonjour. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonjour, je suis diplômé BTS en commerce international et je veux passer avec une université privée. Est-ce que je passe avec la procédure avec Campus France ou non? Alors, les établissements privés, pour la plupart d'entre eux, la plupart c'est 99% d'entre les établissements privés, sont des établissements non connectés à Campus France. Pour les établissements non connectés, et là vous me donnez l'occasion de répondre, de passer une information que nous n'avons pas eu l'occasion de passer tout à l'heure. Pour les établissements non connectés, c'est une procédure propre aux candidats. C'est vous, candidat, qui devez d'abord prendre attache avec l'établissement. Je ne sais pas si vous pensez à un établissement en particulier. Oui. Vous avez déjà un établissement en tête. Vous allez prendre contact avec cet établissement privé, cette école privée, suivre sa procédure de candidature et une fois que vous serez préinscrit, admis, vous allez constituer un dossier Campus France et venir nous voir avec votre admission. Le dossier Campus France que vous allez constituer sera différent de celui que vous avez vu tout à l'heure. Et là, nous avons également avec Édouard et l'équipe Campus France pensé à une vidéo tutoriel, pareil que celle que vous avez vue tout à l'heure, mais pour parler des dossiers préconsulaires. Cette procédure s'appelle la procédure préconsulaire et qui n'est pas soumise à un calendrier, contrairement aux procédures de candidature, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous présenter à n'importe quel moment de l'année, du moment que vous êtes toujours admissible et que vous respectez la date de la rentrée de votre école, pour déposer votre dossier et faire votre demande de visa. Ça s'appelle la procédure préconsulaire. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Puis la dernière question, monsieur avait levé le doigt. On prend bien sûr le temps de nettoyer les micros avant de vous les passer. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce petit forum. vous Je en voudrais prie. juste poser la question par rapport aux personnes qui sont déjà des professionnels. Pour mon cas, je suis déjà ingénieur en génie sanitaire, je suis en exercice, mais qui voudraient faire une reconversion professionnelle qui pourrait être totalement à l'ouest par rapport à la formation en soi. Est-ce qu'il y a des procédures autres que les procédures que vous avez présentées? Ou voilà. Donc, Alors, vous êtes en tant que professionnel soumis aux mêmes procédures que n'importe quel autre candidat. Il n'y a absolument aucune limite d'âge ou restriction de domaine ou quelques restrictions que ce soit pour candidater via Campus France. La seule condition, c'est
de constituer un dossier complet et de venir déposer dans les délais. Nous avons très régulièrement, je pense que nous avons, tu me corriges si je me trompe, Édouard, l'année dernière, nous avons eu au moins 3 retraités qui ont été admis dans des universités françaises et qui sont partis. Donc, il n'y a absolument aucun souci, aucun problème à ce que vous candidatiez à travers Campus France, bien que vous soyez professionnel aujourd'hui et déjà diplômé, si j'ai bien compris, depuis quelques années. Donc, on vous encourage à candidater. Il faudra néanmoins un point à souligner, c'est plus un conseil qu'autre chose, parce que vous me dites c'est complètement à l'ouest, mais je pense que c'est pas exactement la formulation à laquelle vous pensiez. Il y a très certainement un projet derrière. Assurez-vous juste, lorsque vous candidaterez, d'avoir les bons arguments pour expliquer ce changement de formation, ce changement de carrière, qui est tout à fait légitime, hein, et d'avoir les bons éléments pour le motiver. Comme ça, vous motiverez aussi la commission pédagogique qui va examiner votre dossier du côté français pour vous délivrer cette acceptation. Et j'en profite pour compléter, hein, justement dans votre dossier de candidature, dans la rubrique parcours et diplômes, vous n'indiquerez pas uniquement vos relevés de notes ou vos diplômes obtenus. Vous indiquerez également les différentes expériences professionnelles que vous avez eues depuis votre dernier diplôme. Comme ça permettra aux établissements de voir un petit peu quels ont été vos projets ou vos expériences depuis le niveau baccalauréat. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On espère avoir répondu à toutes les questions. Mon ami Khaireddine, une dernière remarque? Une dernière question. Toute dernière question, très rapidement. Oui, merci. Alors, en fait, parfois, des étudiants en L2, par exemple, ou L1, ils postulent pour Campus France. Si je suis, par exemple, en L2, est-ce que je dois postuler pour L3 ou je dois refaire l'année L2 en France? Vous n'êtes pas obligé de refaire l'année, parce que s'agissant du même système, LMD, si vous êtes en deuxième année de licence en Tunisie et que vous souhaitez poursuivre en France, vous pouvez tout à fait demander des L3 en France. Après, il s'agit là encore, et je le rappelle encore une fois, je ne le rappellerai jamais assez, il faudra d'abord vérifier les prérequis. Assurez-vous que votre parcours tunisien, et vous êtes les plus à même en tant que candidat de le savoir et d'y répondre à cette question, assurez-vous que votre parcours tunisien vous permet d'accéder directement en L3, qu'il ne vous manque pas de compétences ou de crédits. D'accord? Là, les établissements français vont soit vous accepter, soit vous proposer de repasser par la deuxième année de licence s'ils estiment que vous n'avez pas vu, pas que vous n'avez pas le niveau, hein, mais que vous n'avez pas suffisamment de compétences sur certaines matières que vous n'avez peut-être pas étudiées ici ou pas suffisamment pour accéder directement à une troisième année. Voilà. Alors, en tout cas, un grand merci à vous tous cet après-midi d'avoir été des nôtres. On espère avoir tout fait pour répondre à toutes les interrogations que vous pourriez vous poser. On espère aussi vous avoir inspiré, vous avoir donné envie de partir poursuivre vos études en France. Vous l'avez compris, c'est pratiquement zéro discrimination, il n'y a pas de limite d'âge, il y a une procédure qui est assez technique, mais que tout le monde pourrait tout à fait maîtriser. Je remercie le public qui a été des nôtres cet après-midi, toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre sur le live sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. Un grand merci à Hosni Dakhlewi encore une fois, responsable Campus France Tunisie et France Alumni Tunisie, Édouard Toison, conseiller communication et orientation Campus France Tunisie. Merci pour la pédagogie, pour la générosité et pour votre patience. Et puis un grand merci à ces représentants des JCI qui ont été des nôtres cet après-midi, et puis à Khaireddine Darmoul pour sa présence et puis pour le cœur qu'il a mis et la façon dont il a organisé les choses et tout le travail en amont avant cette rencontre. D'ailleurs, je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous déjà pour votre présence, pour votre présentation.
Merci Campus France Tunisie pour cette opportunité offerte à JCI Nabel particulièrement et au JCI Tunisie. Nous sommes très fiers, très contents, très honorés par votre invitation et par ma présence ici sur scène pour présenter la JCI Nabel et Tunisie. Je remercie aussi ce beau public. Pas très nombreux, Pas très mais nombreux, oui, mais espérons qu'après la crise sympathique. sanitaire, vous serez très nombreux. Espérons qu'on a répondu à toutes les questions de ceux qui sont intéressés à partir étudier en France. Voilà, bon, je rappelais que la JCI est accessible via notre site internet www.jcitunisia.com. Vous pouvez là trouver l'OLM, l'organisation locale membre la plus proche de chez vous, et vous pouvez nous rejoindre le réseau JCI. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au Merci à revoir. vous.